Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mémoire d'un étudiant. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Madi Diarra, qui nous vient du Centre d'entrepreneuriat et de développement technique G15. Bonjour Monsieur Diarra, je vous laisse aussi le Bonjour soin de vous Viviane. présenter à notre public. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à mon cher département. Je m'appelle Madi Diarra et je suis un diplômé de baccalauréat en série S2. Donc j'ai intégré le CEDT G15 il y a de cela 2 années. Donc je suis dans le département de la géomatique, donc en deuxième année également. Merci beaucoup, Monsieur Diarra. Alors, sans plus tarder, Horizon Média s'est rendu à J15, donc on laisse le soin à la régie de nous donner cet élément. On se retrouve tout de suite sur le plateau. Bien, bonjour à tout le monde, c'est Fodé Ndiaye, je suis le directeur des études du Centre d'entrepreneuriat et de développement technique, le G15, communément appelé le CEDT, le G15. C'est une école qui a pour vocation de former donc des techniciens supérieurs dans les filières techniques industrielles. Nous avons donc 8 filières de formation réparties dans 7 départements. Nous avons donc une formation en électrotechnique, niveau BTS, en électronique industrielle, en froid et climatisation, en génie civil, en structure métallique, en maintenance mécanique, en électromécanique et en géomatique. Je m'appelle Monsieur Alassane Sis. Je suis dans le département de géomatique en tant qu'enseignant, formateur, qui forme des étudiants qui ont déjà le niveau bac et aussi des étudiants qui ont le bac plus, que ce soit des étudiants qui ont des formations préalables en géographie, en histoire et dans les autres séries scientifiques. Le G15 ouvre ses portes à tout le monde pour pouvoir les former dans le domaine de la géomatique. Donc, la géomatique, c'est la géographie appliquée à l'informatique. Donc, toutes les personnes qui voudront faire de la géomatique à partir de la géographie, sachez que c'est possible. Donc, la géographie, ce n'est rien d'autre qu'une matière descriptive. À travers cette description-là, on peut avoir toutes les informations possibles et imaginables sur la Terre à travers des questionnements, à travers des collectes de données et à travers aussi la cartographie. Bonjour, je m'appelle Mordiaou. Je suis le chef de département géomatique du CEDT G15. Je suis géographe, spécialiste en géomatique. Je suis déjà formateur au niveau du G15 en SIG, en photogrammétrie et en géographie. Je vous invite tous à venir au niveau du CEDT G15 pour des formations et particulièrement au département de géomatique où nous faisons un BTS en géomatique depuis 2013 et ce BTS qui comporte beaucoup de modules très intéressants, à savoir la cartographie, les systèmes d'information géographique, la photogrammétrie, la télédétection, la programmation et tant d'autres modules. Donc la géomatique, si vous l'entendez, peut dire que c'est un néologisme qui est né à partir du mariage de la géographie et de l'informatique. Donc d'une manière simple, c'est l'ensemble des technologies et méthodes informatiques, géographiques autant pour moi, utilisées dans le domaine de l'informatique. Donc la géomatique et aussi la géographie, qui sont mes compétences de base, me permettent aujourd'hui d'élaborer, de confectionner, de rédiger des cartes à travers les autres compétences comme la télédétection, comme la photogrammétrie, comme les systèmes d'information géographique, etc., pour pouvoir asseoir mes connaissances en géographie. Donc la géographie, comme je l'ai dit, qui est une discipline connexe, qui permet aux décideurs de prendre une décision par rapport aux défis d'aujourd'hui, qu'il s'agisse des inondations,
qu'il s'agisse des intempéries, tout ça, la géographie, à travers sa discipline, pourra nous permettre vraiment de trouver des solutions à toutes ces questions-là. La formation a une durée de 2 ans. Sur ces 2 ans, vous sortez avec un BTS en géomatique. Vous êtes spécialiste en traitement de données spatiales, en aménagement du territoire et dans beaucoup de domaines. Donc, comme vous le savez, la géomatique est une branche transversale sur laquelle vous pouvez travailler, vous pouvez exercer dans beaucoup de domaines. Donc, c'est 8 filières de formation. Dans un premier temps, nous avons démarré avec 6. Et nous avons connu la naissance de 2 autres filières relativement récemment, à savoir la géomatique et l'électromécanique. Alors, c'est une école qui fonctionne depuis déjà une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années, parce que depuis 1999-2000, nous avons sorti nos premières promotions. Et nous avons eu à mettre dans le marché plus de 6000 techniciens supérieurs qui font les beaux jours de beaucoup d'entreprises de la place. C'est dire donc que c'est l'occasion pour demander aux nouveaux bacheliers, à ceux qui veulent acquérir un métier qui leur permette de pouvoir gérer leur avenir professionnel. C'est le moment de les inviter à rejoindre le CDT, le G15. Ils sont assurés d'avoir une très bonne formation, prisée dans le marché, avec une réputation que l'on ne fait plus. Parce que sur le landerneau des entreprises, le CDT est très connu, en ce sens tout simplement que nous formons des techniciens supérieurs tout de suite opérationnels sur le marché. Donc, rejoignez le G15 si vous voulez assurer votre avenir professionnel. Merci beaucoup à la régie pour cet élément. Nous voyons, M. Diarra, qu'il y a la complicité, surtout l'union qu'il y a à G15 entre les professeurs, mais aussi avec les étudiants. Donc, ça se voit que tout le monde est à l'aise à l'école. Oui, effectivement. Les élèves sont très solidaires parce que nous savons que dans la vie, il faut se battre, mais l'union fait la force. Donc, lorsque nous travaillons ensemble, nous arrivons à recueillir beaucoup plus d'expérience et c'est ce qui fait la force de notre métier. Exactement. Alors, dites-nous, pourquoi vous avez choisi le G15? J'ai d'abord choisi le G15 à cause de ma filière. Donc, moi, c'est la géomatique. Et la géomatique, comme nous le savons, c'est un métier nouveau et souvent assez caché. Donc, il arrive souvent qu'on nous parle de géomatique, on se dit, mais la géomatique, c'est quoi? De la géographie, mathématiques? En général, ça revient et souvent, ça peut poser des problèmes. Donc, du coup, dans nos universités, souvent en Afrique, il y a un manque de formation concernant la géomatique. Mais à travers des recherches, j'ai appris par la suite que le CEDT G15 faisait de la géomatique et certainement, ils ont de l'expérience là. Justement, sur le sujet de la géomatique, comment est-ce que vous définissez exactement la géomatique? Alors, la géomatique, je vais vous faire part de 2 définitions. Donc, la première définition qui permet de mieux comprendre, on dit que la géomatique, c'est 2 volets, la géographie et l'informatique. Mais nous pouvons également définir autrement la géomatique. La géomatique aussi peut être définie comme l'ensemble des outils permettant d'acquérir, de stocker, d'analyser, mais également d'afficher les informations que nous collectons. Donc, tout cet ensemble-là est régi par ce que l'on appelle l'abstraction. Ce que je veux dire par abstraction, l'abstraction, c'est, je donne un exemple, le fait par exemple pour nous de représenter les routes, les cours d'eau à travers des lignes, des bâtiments à travers des points, c'est cet aspect-là, cette représentation de l'information réelle sur une carte que l'on appelle abstraction.
Exactement. Donc, la façon même dont vous expliquez l'utilité de la géomatique, ça montre que vous tenez vraiment à cœur cette filière. Mais dites-nous, qu'est-ce que ça représente exactement pour vous? Alors, la géomatique, déjà, depuis tout petit, j'étais intéressé par tout ce qui était intelligence artificielle, réalité virtuelle. Donc, par la suite, d'abord, la géomatique n'était pas quelque chose de connu chez moi. Donc, j'ai continué à faire mon cursus scolaire. Et après, j'ai eu une information venant de ma cousine qui m'a parlé de la géomatique. Ben, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Elle m'a dit, ben, la géomatique, c'est de la géographie et de l'informatique. J'ai dit, bon, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et après, j'avais vu que la géomatique, c'était quelque chose qui était présent dans nos vies sans même que l'on s'en rende compte. Tout le monde connaît Google Maps, par exemple. Exactement. Et Google Maps, c'est grâce à la géomatique que c'est fait. Et la réalité virtuelle et tous ces ensembles de domaines-là sont développés grâce à la géomatique. Et c'est grâce à ça, donc, c'est ça qui m'a inspiré donc, à faire de la géomatique. Donc, on voit que c'est une très belle histoire, ce que vous venez de dire. Surtout, vous nous avez donné des informations vraiment, parce que je ne savais pas que Google Maps, on l'avait créé à partir de la géomatique. Effectivement. Donc, c'est une nouvelle information que nous avons grâce à vous. Donc, mais dites-nous, on sait que dans toute école, que ce soit dans les universités privées ou même dans les universités publiques, chaque étudiant est appelé à présenter un projet en fin d'études. Parlez-nous, s'il vous plaît, de votre projet. Alors, donc, le projet est un travail que nous devons rendre chacun dans tous les départements au bout de la deuxième année. Donc, le projet est individuel et il s'agira donc de restituer toutes les connaissances que nous avons apprises au cours de ces 2 années. Donc, il y a 2 phases. Il y a la phase de mise en contexte et la phase traitement, c'est-à-dire lorsque l'on va partir rechercher les données et réaliser le projet, la partie réalisation en gros. D'accord, donc vous venez de dire que vous avez 2 phrases, la phrase, je peux dire, théorique et la phrase pratique. Pratique, effectivement. Expliquez-nous un peu les deux phrases, comment ça se passe exactement. Alors, dans le premier volet que je dis, la mise en contexte, donc nous allons d'abord faire, nous avons un module qui s'appelle planification de projet, qui est là pour nous aider à bien thématiser notre projet. Donc, il s'agira donc pour les professeurs de nous encadrer concernant notre projet, donc concernant la faisabilité et également sur l'objectivité de notre projet. Donc, dans cette mise en contexte-là, il y a 4 parties. Il y a la partie que nous pouvons parler comme la problématique, c'est-à-dire nous allons parler du projet dans le général. Donc, je peux prendre l'exemple de mon projet qui est la gestion d'une situation d'urgence sanitaire publique. Donc, dans ce cas-là, je vais essayer de parler, par exemple, du Sénégal, de la santé d'abord au Sénégal. Et dans le particulier, je vais essayer de parler un peu de ma zone d'études qui est le département de Dakar. Donc, je vais essayer également de parler un petit peu de ce qui a été fait. Donc, en gros, c'est cette partie-là qui est l'introduction générale de mon projet. Par la suite, nous allons parler de l'appel aux géomaticiens. Donc, le projet est censé aider les populations, mais à travers les outils géomatiques. Donc, il est important pour nous de souligner le fait que nous allons faire le travail, nous les géomaticiens. Donc, une fois après avoir fait, donc l'appel du géomaticien, ça consiste à dire qu'une autorité cherche donc à faire appel à nos compétences pour pouvoir résoudre ce problème-là. En général, ça se fait sous 3 lignes, 5 lignes au max. Et après ça, nous avons ce qu'on appelle la méthodologie. Dans la méthodologie, nous allons chercher maintenant à détailler, c'est-à-dire donc à expliquer tous les traitements quasiment que nous allons faire. Donc, entre autres, donc nous aurons des analyses spatiales à faire. Donc, il y a également ce que l'on appelle la phase d'acquisition. Donc, nous allons chercher donc à acquérir les données. Donc, la méthodologie peut être résumée sous ce que l'on appelle les 5 A. Donc, l'acquisition, l'archivage, l'analyse, l'affichage et ce que l'on appelle l'abstraction. Donc, ce sont ces 5 éléments que nous allons essayer
d'implanter dans la méthodologie. Donc, dans la méthodologie, nous allons montrer comment nous allons faire pour récupérer ces données-là. Est-ce que c'est à travers des structures? Est-ce que c'est à travers nos propres moyens, c'est-à-dire en utilisant des drones, en utilisant des GPS? Nous allons également chercher à expliquer ce que l'on parle de stockage. Donc, le stockage, c'est l'archivage. Donc, la base de données. Donc, dans la base de données, nous allons expliquer un tout petit peu comment nous allons faire pour stocker ces informations. Après, nous avons ce que l'on appelle l'analyse. Donc, l'analyse, c'est ce que nous allons faire de ces données. Nous allons en quelque sorte faire parler les données. D'accord. Donc, une fois les avoir fait parler, nous allons sortir maintenant des produits. Les produits en général, ce sont des cartes, ce sont des diagrammes, ça peut être des simulations, donc qui nous permettront, par exemple, dans mon exemple, moi, je vais faire une simulation d'urgence sanitaire, donc qui va essayer donc, de nous mettre dans une situation de crise et dans laquelle la géomatique va essayer de gérer tout ça. Donc, si j'ai bien compris, vous avez dit que vous avez choisi le côté sanitaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix-là? Alors, donc, la santé est quelque chose d'important dans le monde et que, quelle que soit l'évolution que nous aurons dans notre monde, la santé restera toujours un domaine qui perdurera. Alors, tant qu'il y aura des vies humaines, il y aura forcément des maladies. Et qui dit maladie, dit gestion. Donc, tout pays développé qui se nomme ainsi doit avoir un système de gestion d'urgence sanitaire. Nous avons eu à faire face à plusieurs maladies comme l'Ebola en 2014 et la COVID-19 en 2019. Et nous avons vu que certainement nos structures de santé avaient eu énormément de difficultés à gérer ces flux de maladies. Déjà, rien que, je peux prendre un exemple dans mon quartier, j'avais même un ami qui m'avait expliqué qu'il avait une cousine qui devait recevoir des soins d'urgence. Ça devait se faire durant la semaine, mais malheureusement, on lui a dit carrément d'attendre 3 mois pour recevoir des soins qui devaient se faire à l'instant. Donc, n'en parlons même pas. Si nous n'arrivons même pas à gérer des urgences toutes simples, est-ce qu'on pourra gérer donc des flux accrus de malades tout d'un coup? Donc, il fallait faire quelque chose. Exactement. Donc, ça montre carrément que la géomatique a de l'importance, surtout dans le domaine de la santé. Ça peut aider, je peux dire même, à sauver des vies. Donc, vraiment, un point très important aussi important aussi de le montrer à notre cher public. Mais dites-nous, y a-t-il eu un accompagnement pour la création et pour la mise en contexte surtout de ce projet-là? Effectivement, on a un accompagnement. Comme je l'avais dit, nous avons un module de planification de projet dans lequel les professeurs donc, vont nous aider à réaliser nos projets, à plutôt contextualiser notre projet. Donc cette étape est importante parce qu'elle va nous permettre de nous rendre compte vraiment de ce que nous allons faire comme travail. Parce qu'on peut dire projet intégrateur, mais tant qu'il n'y a pas les faits, souvent un aspect objectif, nous pouvons ne pas vraiment comprendre tous les sens du terme. Donc, quand on dit projet intégrateur, il s'agit donc d'arriver à gérer, arriver à apporter quelque chose de bien à la population. Donc, nos professeurs nous ont vraiment ils nous ont expliqué cela, ils nous ont permis donc de bien comprendre cet aspect-là. Ils nous ont également aidés donc, dans le thème. Donc, souvent, il peut arriver que nous prenons plusieurs thèmes d'un coup sans s'en rendre compte et nous le faisons comme titre. Je prends un exemple, quand on dit apport de la géomatique à la gestion de la santé, mais également de la sécurité dans une commune ou un département, nous avons sans faire par exprès mis 2 thèmes à l'intérieur. Donc, le fait de mettre ces 2 thèmes-là va jouer sur le temps. Parce que nous avons un temps pour pouvoir faire le projet intégrateur. Ça doit être rendu à la fin de l'année. Donc souvent, faire un ensemble de thèmes peut jouer sur ça. Et par finir, on peut se précipiter, stresser et finalement faire un mauvais travail. Donc la planification de projet est là pour nous aider vraiment à faire un bon projet
mais également sur la faisabilité de ce projet. Exactement. Donc, les professeurs veillent à ce que vous puissiez faire correctement les projets, mais sans aussi vous compliquer. Parce que, comme vous venez de le dire, mélanger des fois deux thèmes qui sont différents à la fin, ce sera un peu difficile, je dirais pas impossible, mais un peu difficile. Quand et même. l'étudiant même, je peux dire, risque de se perdre même. Effectivement. On peut dire, d'accord. Mais qu'en est-il des stages que vous avez eu à faire? Est-ce que c'est l'école G15 qui vous a aidé dans l'obtention de ce stage, ou bien vous vous êtes débrouillé tout seul pour essayer de mettre en pratique ce que vous avez eu à apprendre durant ces 2 années? Merci beaucoup pour la question. Alors, les stages sont remis aux élèves. Il y a une certaine portion d'élèves que le G15 sélectionne et à travers lequel, suite à leurs résultats avec leurs notes, donc 6 ou 7 élèves sont choisis dans chaque département et ils vont aller faire des stages dans différentes structures, que ce soit dans des ministères, que ce soit dans des structures comme la DESCOS. Nous pouvons des ministères comme l'eau et l'assainissement. J'ai moi-même eu à faire un stage là-bas à la sphère ministérielle de Diamniadio, à la DGPRE, Direction Générale des Ressources en eau. D'accord. Donc, c'est possible. Maintenant, il y a également d'autres élèves qui, malheureusement, n'ont pas eu le stage, mais rien n'est perdu parce qu'après, les professeurs peuvent leur aider à obtenir des stages également pour qu'ils puissent rester actifs pendant les vacances. Justement, est-ce qu'il y a des critères qui sont demandés au niveau de G15 pour chercher un stage pour un étudiant ou il n'y a pas de critères? Comment ça se passe? Par exemple, pour la sélection des 7 élèves. Exactement. Donc, ces critères se font sur leurs notes. Donc, en général, nous sélectionnons peut-être les 4 ou 5 premiers. D'accord. Et dans chaque classe, donc du coup, on sélectionne comme ça les élèves et après, ils vont faire leur stage. Maintenant, le stage peut durer 1 à 2 mois. Donc, le stage dure de 1 à 2 mois et dans lequel les élèves vont essayer donc d'affiner leurs compétences et même apprendre des choses nouvelles, effectivement. D'accord. Donc, c'est important. Et je pense que ça montre aussi, ça pousse aussi les autres élèves qui n'ont pas encore atteint la moyenne nécessaire pour être sélectionnés. Et ça les pousse, je pense, à faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir faire partie de ces gens qui sont sélectionnés pour les stages. Et je tenais aussi à spécifier, à parler du fait que il faut une note de 14, une moyenne de 14 pour chaque module. Exigeant. Donc, c'est exigeant. Donc, lorsque l'on n'a pas une moyenne de 14, on est obligé de reprendre cette matière-là. Donc, ça fait que on est obligé de franchement veiller pour ça. Il faut vraiment travailler, quoi. Très important, très important. Donc, sans plus tarder aussi, l'Horizon Média s'est rendu, on a aussi vu les étudiants mettre en pratique ce qu'ils ont eu à apprendre là-bas à G15. Donc, on laisse le soin à la régie de nous donner cet élément. De drone. Donc, on peut avoir des multitudes, des millions de nuages de points à partir de ces drones-là. Donc, ils vont essayer après de piloter, de délimiter une zone d'étude et ça peut s'appliquer dans l'agriculture, dans l'aménagement du territoire, dans l'urbanisme et dans beaucoup d'autres domaines, effectivement, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire une pratique, à chaque fois ils le font, pour maintenant, après, prendre ces images-là, les traiter.
Bonjour, je me nomme Cheikh Mbacké Ndiaye, étudiant en deuxième année au niveau du département géomatique au Centre d'entrepreneuriat et de développement technique, plus connu sous le nom de G15. Comme vous voyez, ici nous avons des drones. Ici c'est le Mavic Pro et ici nous avons le Phantom 4. On les utilise dans les filières comme la photogrammétrie ou aussi la cartographie. Les drones nous permettent de faire des collectes, comme par exemple avec la photogrammétrie, nous pouvons faire des collectes, des levées, en ayant fait des planifications, par exemple au niveau du G15, poser les ICP et aussi après faire des traitements sur les logiciels comme le Pix4D et aussi le Agisoft. Comme résultat, nous pouvons avoir des MNT, des images orthomosaïques et des courbes de niveau et tout. La géomatique, il faut noter deux choses. Il faut noter que la géomatique, il y a ce que l'on appelle la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est une science à part de la géomatique. Il y a aussi ce que l'on appelle la cartographie. Il y a le SIG, qui est les systèmes d'information géographique. Mais les drones sont beaucoup plus utilisés en photogrammétrie surtout. Merci beaucoup à la régie, toujours avec leur accompagnement. Nous voyons, Monsieur Diarra, que vous utilisez des drones, mais aussi d'autres appareils que vous utilisez. Expliquez-nous un peu pourquoi cette utilisation. Nous utilisons les drones, effectivement, comme vous l'avez dit, donc, dans certains modules, comme la photogrammétrie, donc, nous utilisons le drone pour pouvoir acquérir des images. Donc, on dit les images, à quoi ça nous sert? Ben, les images nous permettent d'obtenir différents résultats, donc différents produits, donc, qui nous permettront de faire des analyses beaucoup plus poussées. Si nous prenons par exemple l'aménagement du territoire, les drones peuvent nous permettre donc de voir un petit peu à quoi ressemble la situation de la zone. Donc, s'il y a des endroits où il y a des bouchons, s'il y a par exemple des habitations qui sont en mauvais état, donc ça nous permet déjà donc, de prendre conscience de l'aspect de notre zone. Mais également, les images nous permettent également de ressortir ce que l'on appelle des nuages de points. Ce qu'on parle de nuages de points, nous allons, en termes très simples, les nuages de points, c'est comme une maquette de la zone sous forme de points. Donc, imaginons-nous que nous utilisons notre drone pour prendre, par exemple, un bâtiment. Donc, les nuages de points vont nous permettre, par exemple, de représenter maintenant ce bâtiment-là sous forme de points. Donc, les points, ce sont des coordonnées. Ce sont des coordonnées qui ont des informations X, Y et Z. Donc, c'est un peu mathématique, mais le Z, c'est l'altitude. Et le X et Y, c'est vraiment la disposition de façon horizontale des différents points dans l'espace. Donc, c'est ça à peu près ce que nous faisons au niveau des drones. Donc, après, c'est... Mis à part les drones, on a vu aussi que vous utilisez les GPS. Effectivement. Donc les GPS, c'est surtout dans le volet topographie. Mais en fait, il faut voir que tous nos travaux que nous faisons, nous devons comprendre que tous les modules sont liés entre eux. C'est-à-dire que lorsque nous faisons un travail photogrammétrique, nous avons besoin de la topographie. La topographie nous permet de placer des références. Les références nous servent à faire le géoréférencement. Et le géoréférencement, c'est un outil qui nous permet donc d'arriver à mieux emplacer notre zone d'étude. Parce que nous savons que dans notre domaine, c'est la précision qui est de mise. Si nous n'avons pas la précision dans notre travail, donc le travail est quasiment nul. Imaginons que je prenne par exemple des données comme des routes par exemple dans mon projet. Si je dois utiliser des routes qui ne sont pas bien référencées dans l'espace, je risque peut-être de superposer ces routes-là sur des bâtiments. Et imaginez-vous quand même une ambulance qui doit venir prendre urgemment des malades et qui doit être là à survoler des bâtiments. Ça n'a pas de sens. Donc la topographie est là pour ça. Et c'est à travers donc, nos GPS différentiels
en général, c'est ce qui est de mieux. Mais nous utilisons les stations totales, mais également ce qu'on appelle le niveau. Donc, le GPS différentiel est un outil de topographie qui nous permet de ressortir des données avec une précision allant de l'ordre du millimètre. Donc, c'est avec ce GPS-là que nous plaçons ces références pour faire le géoréférencement. Donc, à l'aide du drone, en photogrammétrie, donc, nous allons utiliser les drones qui vont nous permettre donc, de photographier notre zone d'étude. Nous allons dire par exemple ce bâtiment ou le G15 par exemple. Donc une fois après avoir pris ces images-là, nous allons donc les référencer. D'accord. Donc c'est à travers donc la topographie que nous allons pouvoir faire un travail efficient en photogrammétrie. Donc ça montre à quel point les matières sont vraiment liées entre elles. Donc, on ne peut pas apprendre l'un et laisser l'autre. Et laisser l'autre. Voilà, donc tout va ensemble. Tout va ensemble. Mais il y a un matériel que vous utilisez qui permet de mesurer, je pense, au millimètre carré, je pense que c'est ce qu'on avait dit. Pour, exactement, parce qu'à ce qu'il paraît, dans la géomatique, tout doit être calculé à point, il ne doit pas y avoir des erreurs, n'est-ce pas? Effectivement. C'est certainement bon. Tout travail a forcément des erreurs, quel que soit l'effort consenti, mais nous parlons d'une marge d'erreur. D'accord. Donc, lorsque nous respectons cette marge d'erreur-là, on peut dire que le travail est acceptable. Donc, nous ne parlons pas de bon travail, nous parlons de travail acceptable. Donc, la marge d'erreur, c'est à travers certains calculs mathématiques que nous arrivons à ressortir cette marge d'erreur. Donc, en cartographie, la marge d'erreur est entre 0 et 1. C'est dans un intervalle de 0 et 1. D'accord. Donc, c'est le logiciel. Lorsque nous faisons le géoréférencement, c'est le logiciel qui va nous l'afficher directement. Mais sachant qu'il y a des calculs mathématiques derrière qui nous permettent de ressortir ces résultats-là. Et je tenais également à préciser que pour un bon géoréférencement, il nous faut au minimum 4 points de référence. Donc, dans notre zone d'étude, à l'aide du GPS différentiel par exemple, nous allons placer par exemple 4 points de référence donc, qui vont être utilisés dans notre logiciel. Donc, comme logiciel, je peux parler de Pix4D, Enterprise, je peux parler de Agisoft Photoscan. Donc, ce sont ces logiciels que nous utilisons qui vont nous permettre donc de faire ce géoréférencement, mais également de sortir des nuages de points et bien d'autres. Nous pouvons même ressortir un modèle 3D d'une zone d'étude. 3D. Quand même. Donc, si par exemple, nous voulons créer, ou bien nous avons déjà créé un stade, donc, dans lequel il y a par exemple des rénovations à faire. Donc, au préalable, un géomaticien peut venir faire des études photogrammétriques de ce stade-là. Et donc, à travers le modèle 3D ressorti, nous pouvons par exemple essayer donc de réparer certains dégâts. Donc, tout ça montre que la géomatique, ça joue un rôle vraiment important. Je peux dire même dans tous les domaines. Donc, ça peut bien contribuer surtout à une bonne avancée. Nous pouvons parler d'aérospatial. Exactement. Nous pouvons parler d'aviation. Exactement. Nous pouvons parler de navigation maritime. Dans le géomarketing, nous pouvons également parler de l'armée. Donc, tout plein de domaines, même dans le cinéma et d'autres domaines, les jeux vidéo aussi. Donc, la géomatique s'insère très facilement dans une grande panoplie de domaines. Exactement. Et vraiment, c'est fou quand même. C'est vraiment fou. Exactement. Donc, on va observer une petite pause. On laisse le soin à la régie de nous donner une petite pub et on se retrouve tout de suite sur le plateau. Vous avez toujours rêvé de créer votre propre boutique en ligne? Ne cherchez plus. Avec Jack, vous pouvez concrétiser votre ambition en un clin d'œil. Faites comme Tina et lancez votre boutique en ligne dès aujourd'hui. Chez Jack, nous vous offrons une plateforme simple et intuitive pour créer votre boutique en ligne en quelques étapes seulement. Que vous soyez passionné de mode, de décoration ou de technologie, Jack vous accompagne dans la réalisation de votre projet. N'attendez plus, faites comme Tina et devenez un entrepreneur prospère. Grâce à Jack, vous ne serez jamais seul dans cette aventure. Alors, prêt à faire le premier pas vers le succès? Rejoignez dès maintenant la communauté Jack et faites comme Tina en créant votre propre boutique en ligne. C'est simple, rapide et gratuitement.
Guy, Daousilen Gao, entrez dans un monde de style et de saveurs au Tamashai Bazar. Waouh, waouh! Nous vous proposons une sélection tendance d'habillement pour hommes et femmes, des produits. Merci beaucoup à la régie pour cette publicité. Alors, Monsieur Diarra, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez parlé des différents, pour l'utilisation différente des matériaux que vous utilisez sur le terrain. Mais dites-nous, est-ce que tout le temps, s'il est nécessaire d'utiliser tous ces matériaux en même temps, ou bien ça dépend de l'étude que vous êtes en train de faire? Effectivement. Donc, merci pour la question. Donc, effectivement, pour ce qui s'agit des matériaux utilisés, donc, ce n'est pas forcément obligé d'utiliser tous les matériels. Donc, souvent, il y a des travaux qui nécessitent juste le GPS. Il y a d'autres matériaux comme les drones, d'autres outils comme par exemple des travaux photogrammétriques dans lesquels nous avons obligatoirement besoin d'un drone. Donc, si par exemple nous sommes dans l'aménagement du territoire, donc nous pouvons utiliser juste le GPS différentiel. Le drone serait bien pour un peu visualiser dans l'ensemble comment est réparties les habitations dans un quartier, mais c'est plus le GPS qui est nécessaire. Parce que sans le GPS, nous ne pouvons pas collecter les données. Quand je parle les données, ce sont des points avec des coordonnées bien précises qui nous permettent de limiter les parcelles. Nous savons que dans le domaine de l'aménagement du territoire, les parcelles, c'est très délicat. Exactement. 1 centimètre de plus et bonjour les dégâts. Exactement. Donc, c'est ça souvent. D'accord. Donc, on a vu aussi que dans l'école, vous proposez aussi d'autres filières. C'est même ce qu'a expliqué le directeur de l'école. Mais dites-nous, il vous arrive aussi d'étudier la géomatique avec l'entrepreneuriat, par exemple? Effectivement. Donc, comme le nom de notre école le dit, c'est le Centre d'entrepreneuriat et de développement technique. Exactement. Donc, on veut que les élèves arrivent à acquérir des connaissances concernant des domaines bien pointus, mais également à ce qu'ils puissent s'autosuffire. Être indépendants surtout. Être indépendants. Donc, du coup, il n'est pas dit par la chance souvent, par la malchance plutôt, il arrive que tout le monde n'arrive pas à avoir un emploi, ou en tout cas pas directement. Donc, souvent, on apprend donc aux élèves à gérer des projets par eux-mêmes, à créer même leur propre entreprise. Nous avons beaucoup de nos supérieurs, beaucoup de nos aînés qui ont eu à créer leur propre entreprise, voilà, pour essayer donc de gérer leur vie avec. Donc, surtout dans l'entrepreneuriat, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour permettre à l'étudiant d'être un peu indépendant, mais aussi dans la création, pourquoi pas aller créer de l'emploi et même justement dans cette création. Est-ce que des fois les professeurs aussi se portent volontaires pour pouvoir accompagner l'étudiant dans ce cursus-là, de cette création? Effectivement. Donc, lorsque les élèves créent leur entreprise, bien sûr, on a un début à tout, donc tout le monde commence débutant. Donc, lorsque nos aînés sortent, souvent, il arrive qu'ils ont un petit peu des soucis à gérer des projets qu'on leur donne. Exactement. Donc, souvent, ils font appel à nos professeurs qui sont extrêmement dévoués. J'aimerais les remercier pour ça. Et ils les accompagnent pour la réalisation de leurs projets tout au long et également à proposer un prix. Parce que ce que l'on appelle, il y a l'offre technique et l'offre financière. D'accord. Donc, l'offre financière leur permettra donc de mieux gérer le projet parce que plusieurs personnes viennent déposer leur projet avec différentes offres. Et c'est à celui qui a besoin des résultats de ce projet qui va donc juger quel est le meilleur projet pour eux. Donc souvent, les professeurs, avec leur expérience, arrivent à leur proposer des solutions. Et espérons que vous aussi, un jour viendra, que vous pourrez mettre en place ce projet que vous êtes en train de préparer pour la fin. Inch'Allah. Merci beaucoup. Mais dites-nous, comment est-ce que vous vous voyez d'ici quelques années en tant que géomaticien? Eh bien, comme nos profs nous l'ont expliqué, bien sûr, j'aimerais être un entrepreneur. Donc, j'aimerais beaucoup plus aller dans le sens de la réalité virtuelle, comme je l'avais mentionné, et donc de la réalité augmentée.
Donc tout ce qui va dans l'aspect de la nuance entre le réel et le monde virtuel. D'accord. C'est exactement ça. Entre le réel et le monde Virtuel. Ça vous tient à cœur, c'est quoi? C'est une passion Effectivement, parce que depuis tout petit quand même, j'étais beaucoup intéressé par tout cela. Et souvent aussi avec les jeux vidéo, souvent je voyais des mondes comme ça. Je dis, mais comment ils ont pu représenter cet aspect-là qui se trouvait dans la vie réelle, dans ce monde-là? Et nous savons que aussi le monde avance beaucoup et même l'entreprise Facebook, avec leurs dirigeants, ils ont parlé du métaverse. Le métaverse, ils veulent en gros essayer de réaliser un monde virtuel qui ressemble à la réalité. Donc, même en créant des personnages comme ça, et avec toutes ces avancées-là, il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par ce volet-là. Donc, dans lequel, et cela m'a beaucoup intéressé. Ça vous a beaucoup intéressé. Depuis tout petit quand même. Depuis tout petit, donc c'est un rêve et prions pour qu'un jour vous puissiez réaliser ce rêve. Amen. Exactement. Mais dites-nous, quels sont les conseils aujourd'hui que vous avez à donner à ces chers téléspectateurs qui nous suivent, surtout à ces jeunes bacheliers ou bien à ces futurs bacheliers qui aimeraient peut-être, pourquoi pas, rejoindre le G15? Eh bien, déjà, pour ce que je peux vous dire, déjà beaucoup de courage à vous. J'aimerais beaucoup que vous connaissiez rapidement ce que vous voulez faire dans votre vie. Parce que mieux on est casé sur ce que l'on veut faire, mieux on se donnera les moyens pour le faire. Très important. Et en général, celui qui a les objectifs beaucoup plus tôt, il a le temps de faire des erreurs. Parce que ce n'est pas dit que parce que l'on sait ce que l'on veut faire, que l'on ne fera pas des erreurs. Donc, mieux vaut avoir affaire à ces expériences-là de la vie. Souvent, on essaie quelque chose qui ne marche pas, mais avec l'expérience, nous allons monter en niveau et après ça, maintenant, on pourra mieux gérer ce que l'on veut faire. Donc, déjà, de savoir ce que l'on veut faire dans la vie. Et moi, je conseille à tout le monde d'être entrepreneur, franchement dit. Donc, j'admire les entrepreneurs, ce sont des gens, ce sont des décisionnaires, mais ce n'est pas forcé aussi d'être entrepreneur. Vous pouvez être ce que vous voulez, c'est à vous de voir. Mais essayez déjà de savoir ce que vous voulez faire dans votre vie et surtout avec la passion. Exactement. Donc, mis à part même l'entrepreneuriat, vous pouvez aussi donner quelques autres débouchés que offre la géomatique aussi. Dans la géomatique, comme débouché, comme je l'avais dit, il y a plusieurs domaines. Donc, il y a l'aéronautique, il y a l'aérospatial, il y a l'automobile. Par exemple, lorsque nous voyons des voitures qui arrivent à bouger toutes seules et qui roulent sans même conducteur. Exactement. Et donc, c'est à travers donc, des références spatiales qui sont intégrées de l'intelligence artificielle. C'est tout cela qui permet donc à la voiture de se déplacer tout seul. Donc ça, c'est déjà quelque chose de dingue qu'on ne savait pas. J'ai dit aussi, j'ai parlé de Google Maps là. Google Maps déjà, c'est le fait le plus flagrant. Il est arrivé à nous tous d'avoir un problème pour nous retrouver. Et j'avoue que j'ai utilisé Google Maps pour arriver déjà ici. Donc, c'est ça aussi. Donc, ça permet donc de créer des cartes interactives qui permettent donc aux utilisateurs donc, de ce logiciel donc, de se localiser dans l'espace. Nous avons également l'armée. Nous avons même des aînés qui sont partis dans l'armée. Et nous avons aussi l'aviation. Nous avons la réalité virtuelle. Nous avons le cinéma. Nous pouvons faire beaucoup de choses avec la géomatique. Exactement. Donc, vous l'avez entendu, chers téléspectateurs, la géomatique offre beaucoup de possibilités. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser à ce domaine-là. Mais dites-nous, Monsieur Diarra, nous voyons qu'au Sénégal, c'est une filière qui n'est pas très connue. Aujourd'hui, si vous deviez faire quelque chose pour essayer de faire connaître la géomatique, par où est-ce que vous allez commencer? Déjà, donc, il est nécessaire pour nous, donc, en tant que géomaticiens, de ressortir extrêmement qualifiés avec des compétences pointues. Exactement. Comme nous le savons, notre domaine n'est pas vraiment connu de tous. Et donc, il est important de mettre nos marques dans nos projets. À chaque fois que nous devons faire nos projets, nous devons montrer à quel point la géomatique
quasiment peut se révéler même être indispensable. Donc, c'est notre combat à nous, les géomaticiens. Nos professeurs font beaucoup, M. Diao, M. Sis, M. Dia, énormément de professeurs. Et donc, c'est un combat pour nous et un défi. Et surtout, quand nous prenons conscience de la diversité de tout ce que nous pouvons faire, donc c'est un combat pour nous tous qui rentrons en géomatique. Donc, ce sont aussi des conseils très importants aussi que vous poussiez, je vous donne aussi le soin de donner quelques conseils à ces géomaticiens aussi qui ne laissent pas aussi tomber, qui sachent que même si c'est vrai, c'est pas une filière qui n'est pas encore très connue au Sénégal, mais qu'ils baissent pas les bras parce que c'est un métier de futur, n'est-ce pas? Effectivement. Exactement. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Alors, M. Diarra, je vous laisse le soin aussi de dire au revoir à nos chers téléspectateurs. Eh bien, au revoir et n'oubliez pas de vous abonner. Je l'ai fait aussi, quand même. Hein? Exactement. Merci beaucoup. Exactement. Donc, comme le dit M. Diarra, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne surtout pas rater nos publications. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission Mémoire d'un étudiant. Je rappelle aujourd'hui qu'il portait sur la géomatique surtout. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour un autre numéro de Mémoire d'un étudiant. Allez.